Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour les débats avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne Les Indécis. Alexis Bachelet, bonjour, maire adjoint à Colombes, ancien député PS. Régis de Castelnau, bonjour. Vous êtes avocat. Bonjour Valérie. Je rappelle votre dernier livre, Une justice politique, qui est paru aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Et nous attendons Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Évidemment, nous allons revenir sur la marche d'hier. Plus de 180 000 personnes un petit peu partout en France, 105 000 à Paris. Que penser de cette manifestation? Est-ce que c'est un succès? C'est une manifestation qui rassemblait une certaine France, on peut le dire comme ça. La marche contre l'antisémitisme a été marquée également par l'absence d'Emmanuel Macron. On va revenir sur les propos de la France insoumise et en particulier de David Guiraud. Et puis les propos d'Emmanuel Macron, on ne sait pas très bien où il se situe. Il y a une photo sur Facebook qui circule qui est assez drôle où on voit Emmanuel Macron qui avance et ses jambes qui reculent. C'est un petit peu... c'est un vieux truc ça. Oui, bah, c'est ressorti à cette occasion. Donc on va en parler. Je crois que c'est dans la cour de... Oui, de l'Élysée. Des Invalides peut-être. Non. Des Invalides. Ouais, c'est ça. Des Invalides, oui. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alexis, on va commencer avec vous. Je vous demande d'avoir parfois des sujets en marge de cette actualité très prégnante du conflit au Moyen-Orient. Et vous voulez revenir sur la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. Oui, je veux revenir sur le vote du Sénat qui a voté cette suppression. Alors, on peut penser que comme le gouvernement n'y est pas favorable, ça sera rectifié à l'Assemblée nationale. Mais d'ores et déjà, c'est un sujet qui mériterait d'être traité autrement qu'à l'aune des joutes politiques et partisanes. D'ailleurs, il y a un appel de médecins, je crois, qui a été lancé vendredi dernier ou la semaine dernière, enfin après le vote du Sénat, qui dit que de toute façon, compte tenu du serment d'Hippocrate et de la nécessité d'accueillir toute personne malade, ils continueront à accueillir des étrangers en situation irrégulière, puisque c'est de ça qu'on parle principalement. C'est la possibilité pour des gens qui sont sur le territoire national sans être en situation régulière de malgré tout se faire soigner. Parce que tout simplement pour des raisons sanitaires. Enfin voilà, ça devrait pas être un sujet idéologique. Alors bon, je comprends bien qu'il y a des gens qui disent oui, c'est un appel d'air. En fait, les gens viennent exprès en France pour se faire soigner. Ça peut arriver, mais c'est probablement une minorité. La majorité des gens, c'est effectivement, ça correspond à des situations humaines de gens qui peuvent être malades dans notre pays parce que les pathologies, les virus, les maladies, elles ne regardent pas si vous avez ou si vous n'avez pas un titre de séjour. Voilà. Donc même pour protéger le reste de la population, ça paraît sain de maintenir un dispositif de protection sanitaire. Encore une fois, c'est pas le même sujet que celui de l'immigration irrégulière, c'est pas le même sujet que la loi d'ailleurs sur l'immigration, et d'ailleurs le gouvernement, je crois, utilisera ce motif-là pour dire que c'est pas le sujet, quoi. Oui, mais encore une fois, comment on en arrive à une situation comme celle-là, et où même Gérald Darmanin, je le répète, qui était là la semaine dernière, dit c'est pas normal, il y a des gens qui sont à l'AME 10 ans après. Donc il y a quand même un problème de contrôle, ou un auditeur qui nous disait qu'il se retrouve avec des Marocains dans une salle d'attente, que lui paye pour avoir un bypass, une opération quand on est obèse, et que dans la salle d'attente, il y a des Marocains qui ne payent rien et qui sont à l'AME. Donc il y a quand même un problème de réglementation. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que c'est un devoir de solidarité, un devoir de santé publique, mais il y a un moment où il y a des dysfonctionnements qui ne sont pas possibles. Non. Ouais. Ce que je ne conteste pas, comme pour la sécurité sociale, comme pour tout système de protection sociale, peut y avoir des dérives, des dysfonctionnements ou même de la fraude. Voilà, c'est pas un problème. Ça existe. Il faut le combattre. Mais c'est toujours la même chose, parce que va y avoir un pourcentage de gens qui fraudent, on va supprimer
tout le système pour tout le monde, qui par ailleurs, je le dis, c'est vraiment un système qui protège aussi les Français. Enfin, je veux dire. Non, mais on est d'accord. Il y a peut-être un volet à faire dans cette. Alors, c'est pas la même chose, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Hein, c'est pas la même chose parce que là, on parle de fraude pour certaines personnes. Enfin, d'ailleurs, pas pour certaines. Hein, il y a quand même beaucoup de fraude. Il y a quand même beaucoup de fraude. Mais c'est comme tout, hein, on pourrait prendre plein d'exemples en France. La taxe carbone, c'est pareil, c'est de la fraude. Bref, il y a peut-être un sujet. Alors, c'est pas les mêmes du tout les mêmes sujets, les mêmes problématiques, mais on pourrait peut-être en marge de cette loi immigration qui effectivement n'est pas le sujet. Aujourd'hui, l'aide médicale d'État, ça va être retoqué, hein, certainement, vous l'avez dit, parce que l'Assemblée nationale, parce que voilà, la majorité n'est pas pour cet amendement. On pourrait peut-être dans les mois, parce que c'est toujours un sujet qui revient, la lutte contre les fraudes, peut-être se poser autour d'une table et se dire qu'il faut faire une grande loi autour de la lutte contre les fraudes. Et effectivement, dans ce cadre-là, dans ce projet, dans cette envie de lutter contre les fraudes, on pourrait y inclure les gens qui bénéficient, qui en profitent, alors qu'ils n'ont pas à en profiter. Mais aujourd'hui, l'aide médicale d'État, effectivement, y toucher, pour moi, c'est du populisme. C'est comme, on va y revenir, l'article 3, dire qu'on est contre, pareil, c'est du populisme. Donc, il faut faire attention à pas mélanger dans le même projet de loi des choses qui n'ont rien à voir, à mon sens. Régis ? Oui, ce serait un amendement cavalier, comme on dit, hein, dans le jargon. Et je le vois, et par conséquent inconstitutionnel. Pas pour son contenu, hein, mais pour la loi à laquelle il est rattaché. Moi, je pense que c'est une contradiction qu'il faut absolument qu'on affronte. Il y a la question du principe. Et Alexis a raison. Et les principes, faut pas lâcher sur les principes. Hein. Donc voilà, là il y a je suis désolé, la France, c'est la France, et donc sur ce principe-là, on soigne les gens, ce que disent les médecins, le serment d'Hippocrate, on les soigne. En revanche, ça renvoie à l'immigration, parce que d'abord c'est un appel d'air, hein, bien évidemment, il y a un certain nombre d'avantages comme ça, et ensuite on passe son temps à dire immigration incontrôlée, etc., en se contentant de parler des frontières passoires. Mais c'est pas seulement ça. Derrière, c'est toute l'organisation de cette immigration qui est totalement défaillante. Il y a la question de l'intégration par le travail. Moi, je connais bien le problème des MNA, mineurs non accompagnés. Hein. On a des dizaines de milliers de faux mineurs qui sont acceptés tous les ans et qui grèvent le budget des conseils généraux en matière d'aide sociale à l'enfance, excusez du peu. Hein. On est à presque 3 milliards d'euros. Hein. Donc, c'est cette organisation, on respecte un principe et il faut qu'on continue à le respecter, mais derrière, on doit encadrer, contrôler, se donner les moyens d'éviter les excès. Et aussi, j'insiste, les appels d'air, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, ça devient extrêmement attractif, y compris d'ailleurs tragiquement, prenant des risques en traversant la Méditerranée. Oui. Alors Régis, vous aviez un coup de gueule. Oui, rapidement. Alors, j'étais embêté ce matin quand j'ai fait part de mon coup de gueule, parce que j'arrivais pas à trouver une référence récente. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits d'une commission sur les investissements publics cette année, au début de l'année, qui montrent qu'il y a un effondrement des investissements dans les infrastructures routières. Chacun qui, dans toute la France et dans Paris intramuros, peut le constater. Puis j'ai vu sur une chaîne de télé, je suis incapable de dire laquelle, tout un reportage assez long qui était fait sur les conséquences en matière d'accidents, conséquences en matière de dégradation continue, y compris dans le rapport que les gens envoient. Les maires se plaignent, les présidents de conseils généraux se plaignent. La France est en train de se tiers-mondiser du point de vue de ses infrastructures publiques, comme l'Allemagne l'a fait. Et ça, c'est dramatique. Hein, c'est quelque chose que, alors on n'y pense pas tous les jours parce que effectivement on circule, ça devient d'abord plus dangereux et ensuite ça continuera à se dégrader si les efforts ne sont pas faits. Alors ça n'est qu'un des aspects du déclassement de la France, mais celui-là est important. Ouais, sur les infrastructures, les routes. Enfin moi je vais vous raconter une expérience personnelle. J'ai eu un accident, je faisais de la trottinette électrique. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident en plein Paris parce que j'ai pas vu un trou enfin 2 fois d'ailleurs, ça m'est arrivé, une fois près de l'hôtel de ville et une fois dans le 15e arrondissement. Et la deuxième fois a été fatale parce que je me suis pété le genou pour rien vous cacher. Et c'est vrai que c'est catastrophique. Alors on parle effectivement, vous parlez Régis, vous avez raison de la France et de ses territoires, mais même quand vous êtes dans des villes urbaines, enfin dans des territoires urbains, c'est
catastrophique, vraiment. Donc on prend pas la juste mesure des choses, en effet. On peut rajouter aussi la SNCF avec les trains. Il y avait tout ce dossier samedi dans le Parisien sur le calvaire des gens qui vont à Clermont-Ferrand. Il y a la ligne de Nevers aussi. Maintenant, il n'y a plus que 2 trains par jour. Très bien fait l'article. Oui, très intéressant dossier. Allez, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité et revenir sur cette marche. Qu'en avez-vous pensé? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Dis donc. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Régis de Castelnau, avocat. Vous avez un blog Vue du droit, vous avez publié un livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne de débat Les Indécis. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS. Et nous attendons toujours Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. On va revenir assez longuement sur cette marche hier, 182 000 personnes dans toute la France, une manif blanche et bourgeoise, comme le disent certains, l'absence d'Emmanuel Macron, et puis beaucoup d'autres sujets avec vous et avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On a Georges qui est en train d'arriver, et c'est vrai qu'après on va passer directement au débat autour de la marche. Georges Kuzmanovic, je vous prends tout de suite à l'arrivée. C'était un coup de gueule sur la reculade du général Yakovlev. De quoi s'agit-il? Eh bien bonjour. Bonjour. J'arrive. Donc voilà. Écoutez, c'est le général Yakovlev sur la guerre en Ukraine. Ouais. Puisque une guerre en efface une autre. Bon, on a complètement oublié l'Arménie et le Haut-Karabakh, c'est pas grave. Voilà, un nettoyage ethnique qui est passé sans problème. Il y en a d'autres. Il y a toujours les Ouïghours, il y a les Afghans qui sont renvoyés les Afghans par le Pakistan, appelés la Schlag, pas en version. Ça n'émeut personne. Là, il n'y a pas beaucoup d'Ouma qui se maintiennent, Darfour non plus. Bon, non, mais c'était par contre l'abandon lent, mais comme moi je le prévoyais, certains analystes prévoyaient, de l'Ukraine, par faute de succès, mauvaise stratégie de l'OTAN. Et on a un général qui était général à Mons, à l'OTAN, le général Yakovlev, qui était une star des plateaux, qui expliquait que l'armée russe était nulle, que c'était pauvre type, ils allaient perdre la guerre, c'était gagné d'avance, que l'Ukraine en avant, les gars, 400 000 morts après. Reculade généralisée du Time au New York Times, au Newsweek, et lui qui dit « Oh, je regrette qu'il se soit entêté ». Bon. Il parle de l'offensive. Oui, il parle de l'offensive, mais lui, il a dit tout le long de l'offensive, j'étais en débat avec lui sur France 24, et je lui ai dit, écoutez, j'ai pas votre expérience, j'ai fait quand même l'école de guerre, et une offensive sans soutien aérien, on nous a appris que c'était un suicide. Attends, non, vous allez voir ce que vous allez voir, et c'était, vous allez voir ce que vous allez voir, en continu, au point où quand on disait quelque chose d'autre, on était un agent du Kremlin. Alors maintenant, je sais pas s'il est devenu un agent du Kremlin, parce qu'il a dit, voilà, je regrette cet entêtement, c'est-à-dire, donc voilà, on les abonne. Je pense qu'on les abandonne petit à petit. Et comme on va parler d'antisémitisme, je suis même sûr que ceux qui le niaient ou faisaient exprès de ne pas le voir vont tout à coup se souvenir que, Monsieur Bandera était un nationaliste néo-nazi, que l'OUN a massacré des Juifs, qu'ils ont été que Choukevitch, des boulevards Choukevitch, des stades Choukevitch, était le chef de ceux qui ont fait les massacres de Babi-Yar, et que ça leur sera reproché. Fort heureusement. Il n'y a eu un moment que Arnaud Klarsfeld, qui a eu le courage de prendre le feu médiatique, en disant, mais quand même, c'est délirant. Or, on va parler de valeurs, et c'est étonnant, on nous le reproche d'ailleurs à nous occidentaux. Mais pourquoi là, c'est grave, et là, c'est pas grave? Ouais. Voilà. Et donc, mon coup de gueule. Non, mais c'est intéressant, et c'est vrai qu'on oublie aussi ce conflit. Il y a guère que LCI pour y revenir régulièrement. Alex, alors vous voulez réagir? Valérie, je voudrais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Georges. Yakovlev a dit après avoir abandonné les Ukrainiens. En pointant leur responsabilité, c'est de leur faute, a dit que le Hamas allait gagner la guerre en Moyen-Orient, que les Israéliens étaient nuls, et puis après il est revenu en arrière en disant la guerre importante c'est la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient ça n'a pas d'importance. Je caricature un peu, mais à peine, à peine. Donc
dénué total de sérieux du grand général participant, oui, du général qui il a un compte Twitter qu'il appelle la punchline de Yakovlev. Et donc, voilà, c'est le manque de sérieux total. Mais qui continue à être invité visiblement sur les plateaux. Vous vouliez ajouter quelque chose aussi, Alexis Bachelet? Oui, je voulais ajouter que je ne sais plus quel homme politique avait dit la guerre, c'est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Ouais. Clémenceau, voilà, c'était Clémenceau. C'est Georges Clémenceau. Qui s'y connaissait, puisqu'effectivement, quand il a repris le pouvoir en 1917, il a fait le ménage dans l'état-major et il a notamment demandé à ce qu'on cesse les offensives à outrance sur tous les fronts qui ont provoqué la mort de milliers de soldats français, parce que à l'époque, l'état-major français, sous le feu des mitrailleuses, disaient c'est pas grave, les petits gars, on y va, même si on sait que ça va être une boucherie. Donc les militaires se trompent souvent. C'est un peu ça mon propos. On pourrait aussi, c'est intéressant de lire les mémoires du général Gamelin, par exemple. Enfin, il y a plein d'exemples dans l'histoire de généraux qui se sont fondamentalement trompés sur les conflits. Et par ailleurs, je le dis aussi pour équilibrer un peu, mais je veux pas faire de peine à Régis, mais ça s'est trompé de tous les côtés. Il y a aussi, rappelons-nous quand même, avant le démarrage de l'offensive russe, faudrait prendre les journaux de l'époque qui disaient si les Russes envahissent l'Ukraine, en 48 heures, allez, peut-être maximum 15 jours, c'est plié. Bon, on est 2 ans après, et mon cher Alexis, ça l'était. Si, Régis, je t'assure. Pour parler, un traité de paix qui était signé, et c'est l'Occident qui a dit non, et donc la guerre est devenue autant Occident contre Russie. C'était plus la même. Voilà, c'est... Bon, mais ça ne change pas un mot à ce que je viens de dire. Il y a des gens qui prédisaient sur les erreurs. Une offensive russe éclair. Sur ce coup-là, c'est le général Zaloujny qui voulait pas sacrifier les troupes à Bakhmout et qui voulait faire, comme les Russes avaient fait, une retraite tactique pour se réorganiser. Et c'est le politique Zelensky qui a dit non, on y va. Donc le général était plutôt, d'ailleurs, ça se passe pas très bien entre eux. Allez, on va marquer une pause et puis vous aurez la parole, Alex Darmon, pour votre coup de gueule qui concerne David Guiraud de la France Insoumise. On y revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Que ce soit au téléphone ou à la radio, on est toujours content de vous écouter. Merci. Sud Radio, parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec Régis de Castelnau, Alex Darmon, Alexis Bachet et Georges Kuzmanovic. Donc cette marche contre l'antisémitisme hier a rassemblé plus de 182 000 personnes partout en France. Avant d'en parler, Alex, vous vouliez, parce qu'on va parler effectivement de David Guiraud, je l'avais inscrit au programme, vous aviez un coup de cœur? Ouais, c'est un coup de cœur pour un artiste qui était invité samedi soir dans l'émission de la Salamé à l'époque. Cet artiste, c'est Kev Adams, qui s'est exprimé sur l'antisémitisme en France. Vous voulez qu'on l'écoute? On a le son. Évidemment, j'ai été terrifié, horrifié le 7 octobre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était un attentat terroriste, parce que il y a encore aujourd'hui plus de 200 otages qui sont retenus là-bas, dont des Français. Ça me surprend d'ailleurs de voir le traitement qu'on fait des otages français là-bas, un peu passé sous silence, alors qu'à l'époque, je me rappelle quand j'étais plus petit, d'Ingrid Betancourt par exemple, on rappelait qu'Ingrid Betancourt était retenue là-bas, qu'elle était française. Aujourd'hui, on passe ces gens-là sous silence, et évidemment je pleure aussi pour les enfants palestiniens innocents qui meurent. Très vite, le 7 octobre, j'ai compris que ce conflit allait s'importer en France, comme il a toujours été. Vous savez, quand j'avais 8 ans à l'école, j'ai entendu mon premier sale juif. Et j'ai compris que ça venait de là. J'ai compris que ça venait de ce conflit. C'est comme ça. On choisit pas sa religion. Voilà. Je crois qu'il a tout dit. Ouais. Franchement, je crois qu'il a tout dit. Moi, je vais vous dire, Kev, je le connais un peu. Il est vraiment comme ça dans le quotidien. C'est pas un faux semblant. C'est quelqu'un d'abord très gentil et de très honnête et qui adore la France. Vraiment qu'il adore, et qu'il adore dans sa multiculturalité, son multiculturalisme. Il a entendu son premier sale juif à 8 ans. Voilà, tous de cette génération-là, on a été un peu confrontés à ça, et pourtant hier on a tous été marchés pour cela. Et vraiment, moi je trouve que ces propos-là font du bien, parce qu'il est pas aveugle. Il dit, on savait très bien que le conflit allait s'importer,
Et pour autant, il faut pas qu'ils s'importent. C'est ce qu'il dit entre les lignes. Il faut qu'on reste tous unis, ensemble, tout le temps, parce que la France, c'est aussi ça. Donc, moi, depuis quelques semaines, c'est la première fois que j'entends des propos de la part de quelqu'un d'aussi connu, d'aussi célèbre, qui ose dire les choses, qui ose les dire avec dignité, avec hauteur et avec simplicité. Alors, donc voilà, moi j'aime ça et je l'aime. Voilà, je le dis vraiment, je l'aime beaucoup parce que il est très honnête et très sincère. Ça va être intéressant de savoir s'il a eu des réactions, des menaces, puisque chaque fois qu'une personnalité s'exprime... Mais il a dit qu'il en avait eu, qu'il en avait reçu et qu'il en recevra après. Et puis tant pis, malheureusement tant pis. Ils vont pas s'interdire de parler. Moi je trouve que c'est très courageux ce qu'il fait là, comme lui, comme Yanné, comme d'autres, comme Amir, comme d'autres. C'est très courageux ce qu'ils font et ils ont raison de le faire. On a besoin de ça aujourd'hui. Alors ça nous amène sur cette marche hier, succès ou pas, on peut se poser la question, il y avait beaucoup de monde. Maintenant, c'est vrai que c'est une certaine catégorie de la France qui a manifesté, une France blanche, bourgeoise, des artistes, beaucoup d'artistes juifs étaient là. Heureusement, il n'y avait pas que des juifs dans cette manifestation, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être vous, Georges, vous y étiez? Oui, j'y étais. Et c'est pas que bourgeoise. D'abord, contrairement à ce qu'on on voyait quand même des gens d'un certain âge, oui, évidemment, qui s'exprimaient tous très bien. C'est dans ce sens-là que je dis c'est-à-dire que ça ressemble exactement aux réunions politiques de la France insoumise. Non, mais vous prenez des photos ou de LV quand ils prônent tout leur délire multiculturaliste ou même la créolisation, je suis désolé, c'est des salles de bonhommes de 50, 60 ans, cheveux blancs, plutôt blancs, plutôt bourgeois, plutôt pas petite bourgeoisie, prof, hauts fonctionnaires, en vrai. Donc oui, il y a la jeunesse s'occupe pas beaucoup de politique, mais enfin bon, d'abord il n'y avait pas que des gens de droite, puisque c'était aussi ça qui était dit. Quand on dit bourgeois, on considère souvent que c'est des gens de droite, même si c'est le Parti socialiste. Mais non, il y avait des gens de gauche. De la République souveraine que je préside était là. Il me semble qu'il y avait ELV, il me semble qu'il y avait le PS de Fort. Donc bon, c'est le PC, qui ne représente pas exclusivement que les bourgeois, le Parti communiste français. Il y a même le Front National. Qui est venu avec quand même un certain nombre de militants. Alors, on n'apprécie pas, mais c'est pas spécifiquement un parti de bourgeois, il me semble. Si on en croit les... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire quand on dit bourgeois, voilà, c'était pas une question de classe sociale, c'était quand même visuellement assez frappant de voir les gens qui étaient là hier. Non ? Mais dans quel sens ? Dans le sens où il n'y avait pas, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, pour ceux qui y étaient, il faut quand même se rendre à l'évidence sur le fait qu'effectivement, il n'y avait pas une France. On parlait d'une France multiculturelle il y a quelques secondes. C'est vrai que c'était pas le cas hier. Et franchement, c'était pas une surprise non plus. Quand vous avez plusieurs responsables musulmans qui disent qu'ils ne veulent pas se rendre à la marche parce que c'est une marche contre l'antisémitisme et pas contre l'islamophobie, forcément, il va y avoir des conséquences. Et c'est vrai que les musulmans hier ne se sont pas mobilisés dans leur intégralité. Après, ça leur appartient. Et franchement, moi je ne juge pas. Chacun fait comme il l'entend. La misère en France est tellement grande qu'on ne peut pas juger si dire que quelqu'un doit venir à une marche ou pas venir à une marche. Mais il est vrai qu'hier, on est obligé de constater qu'il y avait beaucoup de blancs, beaucoup de juifs qui étaient dans ces marches-là et beaucoup de politiques. Mais justement, moi je suis républicain, j'ai toujours du mal à la République est indivisible. Mais certes, et puis, nous on est venu avec un certain nombre de militants parce qu'on a pas mal de sympathisants, de militants qui sont des Algériens qui ont fui les années de plomb en Algérie, qui sont totalement des combattants laïcs. Très très durs et qui doivent affronter les avanies des islamistes. Mais c'était pas mais il y en avait. Enfin, c'était pas juste pour bien sûr, il y avait même un imam qui a très bien parlé, qu'on a vu à la télévision après. Régis. Donc oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a rappelé un souvenir. Ça m'a rappelé 2015. Non, pas 2015. Si, 2015, pardon. Je suis Charlie. On avait à peu près les mêmes personnes au début. On avait les mêmes personnes, avec Sarkozy qui était toujours au deuxième rang en se poussant du col pour qu'on le voit, n'est-ce pas ? Bon, non, Valérie, moi je définirais cette manifestation par qui n'y était pas. Oui. Parce que dire bourgeois, effectivement, peut-être que le mot de bourgeois, je retire, était peut-être pas bien choisi. Alors, il manquait les couches populaires immigrées,
et les couches populaires non immigrées, qui font le comment ça s'appelle, c'est pas pour ça qu'ils sont antisémites, l'électorat du Front National, il n'était pas là. C'était la France, effectivement, je dirais, des couches moyennes, qui étaient une fois de plus présentes, et on va mettre la bourgeoisie dedans, et c'est assez significatif. C'est pour ça que tout le monde était Charlie en 2015, plus personne n'est Charlie aujourd'hui, on le sait bien, et c'est la raison pour laquelle je pense que cette manifestation est un événement politique qui concerne la France, politique avec tous les débats qu'il y a eu, toutes les contradictions, etc. Mais que c'est une manifestation qui ne laissera pas de traces décisives, même si on peut se réjouir, unité et tout. Moi, c'est pas mon cas. Je pense que malheureusement, vous dites quoi, la France reste aussi divisée. Et je ne sais pas si ça aura fait progresser, et je le regrette beaucoup, la cause de l'antisémitisme. Si je peux me permettre, la pluie est contre-révolutionnaire. Il pleuvait, c'était à 14h30. Mais ça s'est arrêté quand même. Oui, ça s'est arrêté, mais bon, c'est un temps dégueulasse, c'est tout mouillé. Non, mais ça compte. Et puis, désolé, Paris a été gentrifié totalement. On est au cœur de Paris, c'est les Invalides. Moi, je venais de banlieue sud. Je ne pouvais pas arriver. Il a fallu que je prenne la voiture, que j'aille faire un périple pas possible pour arriver, parce que le métro ne marchait pas. C'est pas pour ça, Georges, que les couches populaires immigrés sont pas venus, voyons. Ah, immigrés, non, je te parlais peut-être des... Les autres non plus. Moi, je suis en province, je suis à la campagne, mais pas seulement, près de villes moyennes. Les gens ne se sont absolument pas sentis concernés par cette manifestation, puis c'est tout. Alors, Marcel me dit, moi je suis un petit agent territorial dont le père est maghrébin et je suis allé à la manifestation à Pau tout à fait normalement. Évidemment, c'est... Et puis on a Rabiatou qui nous dit, il faut fermer cette chaîne que des abrutis. Voilà, ça c'est les réactions qu'on peut avoir. Alexis, vous y étiez, la manif ou pas hier? Non, j'y étais pas, mais pour des raisons familiales, j'aurais pu y être. C'était un moment important, même si effectivement, il n'y a pas eu d'abord qu'à Paris, il y a eu des manifestations, je crois qu'il y a eu des défilés un peu partout dans les grandes villes. Évidemment, on a fait un focus sur Paris parce que c'est là qu'il y avait les personnalités, celles qui ont appelé à manifester, et puis toutes les organisations qui ont appelé à manifester. Moi, je trouve que je ne veux pas rentrer dans le débat de qualifier une marche citoyenne. Je pense que déjà, c'est toujours bien que des gens se mobilisent pour manifester, parce que moi qui milite depuis longtemps dans des organisations de gauche, j'ai fait énormément de manifestations. Et toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui me disaient, moi, je n'irai jamais manifester, je ne manifeste jamais. Pour moi, no way, c'est pas un mode d'action, en gros, c'est réservé aux apprentis révolutionnaires, à des gens, les syndicalistes, toute cette... Donc, quand on a des gens qui n'ont pas mon parcours politique ou celui d'autres, et qui vont peut-être pour certains manifester pour la première fois, et en particulier manifester sur cet attachement à la République et sur cette dénonciation de l'antisémitisme, je vois pas, en fait, je comprends même pas qu'on puisse créer de la polémique autour de ça et vouloir commencer à compter, à recompter, à sous-compter, à faire des classements. Il y avait ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Excusez-moi, à rebours de ça, on est dans un pays de combien ? 67 millions. Voilà. Moi, je pourrais dire, si je voulais faire un coup politique, une annonce fracassante, dire ils étaient où les 66 millions 900 000 ? Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut le prendre comme ça, Valérie. Et à ce moment-là, on va tous se mettre à pleurer en disant il n'y a plus personne qui défend la République dans ce pays. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui manifestent par procuration aussi. Non, bien sûr. Pour des raisons d'ailleurs que parfois très pragmatiques de dire qu'ils sont loin d'un lieu où on peut manifester. Comme le président de la République qui est là par le cœur. Le président de la République. Ça, c'est un autre sujet. Oui, on va en reparler. C'est un autre sujet. Mais là aussi, moi, je rentre pas là-dedans. Vous voyez ? Parce que si on rentre là-dedans, pourquoi il y avait un tel et pas un tel, il faut faire il faut dézoomer complètement. Mais bien sûr, mais vous avez raison. Mais d'abord, juste pour répondre à Régis, moi je pense que ça va changer quelque chose. C'est d'abord, ne serait-ce que pour nos concitoyens juifs, de savoir qu'hier 105 000 personnes sont descendues dans la rue, ça leur a fait du bien. Oui. Non mais vraiment, c'est important. On peut pas dire que d'ailleurs c'est une marche parce qu'il y avait aucune revendication. C'est une marche. C'était silencieux. Voilà, c'était très silencieux. Et il n'y avait pas de slogan. Il y avait juste tous ensemble. Voilà, il y avait aucune revendication. Donc c'est une marche. Donc je pense que déjà pour les concitoyens juifs,
ça mettra le temps que ça met et ça durera le temps que ça dure, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Ça leur a fait du bien de sentir qu'ils étaient soutenus par les Français, par la République. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Alexis, vous pouvez pas nier quand même qu'hier, quand au début de la marche, vous avez le grand rabbin de France accompagné de Monseigneur, je sais plus lequel c'était, mais Monseigneur Rougier. Monseigneur Rougier au début de la marche, et que il manque à l'appel quand même le recteur de la Grande Mosquée de Paris. C'est un peu dommage. Je dis pas que c'est pas normal, je dis pas que c'est honteux et tout. Non, je dis juste que je trouve ça un tout petit peu dommage. Parce que je pense que ça aurait été le moment de donner une image d'unité en France. On parle d'Emmanuel Macron qui est pas venu, qui parle lui-même d'unité. À la limite que lui vienne pas, il a jamais manifesté de sa vie. Je vais vous dire franchement, je m'en fous. Comme je m'en fous qu'on puisse faire une polémique sur les élus du Rassemblement National, sur les élus de je sais pas quel parti viennent, je m'en fous. En revanche, le fait que les responsables religieux, hier, Raïm Korchia, Monseigneur de Rouget et le troisième, Rouget, et le recteur de la Grande Mosquée de Paris n'eussent pas été ensemble à ce moment-là pour envoyer un message d'unité, je trouve ça un tout petit peu dommage. Je pense que c'était le bon moment, c'était le bon endroit, et on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Mais c'est pas dommage, c'est un fait politique. Oui. Parce qu'il faut pas rêver. C'est pas, on dit unité autour de la cause de l'antisémitisme. Mais ok. Hein, le problème, c'est qu'il y a une partie de la population, et vous savez très bien de qui je parle, hein, parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme dangereux pour les juifs, c'est l'antisémitisme musulman. C'est une réalité. Il y a eu un antisémitisme européen éliminateur, celui qui a abouti à son acmé, qui était la Shoah, et qui fort heureusement a beaucoup régressé, même si il existe encore des bribes. Mais là, c'est l'antisémitisme qui est un antisémitisme musulman. Et ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est pas détachable de cette manifestation. C'était une manifestation aussi de soutien à ce qu'est la politique de la France aujourd'hui, hein. Et ça, c'est une partie de la population française ou immigrée, hein, pas encore française, ou qui ne le sera peut-être jamais, hein, qui ne sont pas d'accord avec ça. On va y revenir dans un instant, oui, de la réaction de la France Insoumise qui a raconté un nombre en disant qu'il y avait eu des slogans anti-musulmans dans la manif. Je n'en ai pas entendu ni vu rapporter. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Question que je vous pose, François Hollande. Est-ce que le gouvernement israélien devrait appeler à mettre fin à la colonisation? Oui. Comment voulez-vous avoir 2 États si dans l'État que vous voudriez reconnaître, l'État en l'occurrence palestinien, vous avez mité le territoire par la colonisation? Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter cette marche hier contre l'antisémitisme un petit peu partout en France, avec l'absence du président de la République et puis la réaction de la France Insoumise qui a, et avec Jean-Luc Mélenchon. Et peut-être avant de parler de cela, on voulait revenir sur les propos de David Guiraud. Écoutez ce qu'il disait. Il était invité en Tunisie. Je voudrais qu'on fasse une parenthèse quand même sur ce qui s'est passé, sur ces propos. Rendez-vous compte quand même que les médias diffusent ces informations. Il n'y a aucun mea culpa, hein. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Je crois que c'est Sabra et Chatila. Voilà. Donc on a un court extrait. Évidemment, ces propos ont fait énormément réagir. Des plaintes ont été annoncées et il y a un narratif très clair du côté de. Alors, lui est très particulier, mais du côté de la France Insoumise, avec Antoine Léaumont qui hier a donc balancé qu'il y avait eu des slogans anti-musulmans, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais peut-être sur David Guiraud. Non, mais il faut quand même remettre le contexte de ces propos qui ont été tenus par David Guiraud, donc député la France Insoumise, c'est en Tunisie vendredi soir. Ouais. Lors d'un débat où il est amené à débattre avec Rima Hassan modéré, un débat modéré par Taha Bouaf. Donc déjà on est en plein dans le débat, hein, c'est super. On est sûr qu'il va y avoir des échanges, des contradictions et qu'on va avancer. Premièrement, deuxièmement, ça se passe en Tunisie. Honnêtement, je suis pas sûr. J'adore la Tunisie, vraiment pour le coup j'aime vraiment la Tunisie, mais je suis pas sûr que ça soit le bon moment et le bon endroit pour faire un débat sur ce sujet-là en Tunisie. Il faut quand même rappeler qu'il y a une loi qui est passée il y a pas longtemps qui punit tout individu qui a des relations commerciales entre 6 et 12 ans, qui le punit donc de 6 à 12 ans de prison s'il a des relations commerciales avec Israël. C'est quand même un président qui tient des propos antisémites les uns derrière les autres, notamment
Et raciste, oui, mais tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a un mois, quand vous avez une tempête en Libye qui s'appelle la tempête Daniel, et il dit que c'est de la faute du sionisme et que c'est pour ça qu'on l'appelle la tempête Daniel, hein, parce que Daniel est un prénom d'origine hébreu. Bon, bref. En tout cas, ces propos sont donnés dans ces conditions-là, et c'est purement dégueulasse ce que dénonce, ce dont parle David Guiraud. Dire que Israël, d'abord, il remet en cause les massacres du 7 octobre. Ça, c'est le premier point. C'est ce qu'il fait clairement dans ses propos. Premièrement. Deuxièmement, il dit que Israël, l'État d'Israël aurait lui-même participé à éventrer des femmes et à mettre des bébés dans le four lors des massacres de Sabra et Shatila. Or, tout le monde sait que si Israël n'y est pas étranger, il n'est pas peut-être innocent, et l'histoire doit le dire. Les phalanges libanaises. Faut toujours faire attention à ce que dit l'histoire, et l'histoire traite et traitera encore de ce pogrom aussi à l'époque. Ce n'est pas Israël qui a été, ce n'est pas les soldats israéliens qui ont été tués lors des massacres de Sabra et Shatila. Bref, il fait du populisme dans l'autre sens, David Guiraud. Il tient des propos dégueulasses, il s'en justifie derrière. Il est accompagné par tous ses copains LFI sur des chaînes où j'entendais encore son compère député de la France Insoumise de Marseille, dont le nom m'échappe, qui disait vous vous rendez compte quand même, les Israéliens ont minimisé le nombre de morts après avoir dit 1400 morts. Ils parlent finalement de 1200 morts. Ils voulaient juste faire de la peine au monde, mais enfin, il faut quand même qu'ils se renseignent. S'ils parlent de 1200 morts, c'est parce qu'ils ont trouvé 200 corps de terroristes à l'intérieur des 1400 qu'ils avaient ramassés, et donc ils les ont déduits au final des morts israéliens. Vous voyez, en fait, on est sur dégueulasserie avec ce parti. Hier soir, Antoine Léaumont, à la suite de la marche, qui déclare que c'est une marche où on a tenu des propos islamophobes sans aucune preuve, hein, et quand on lui demande d'apporter les preuves, il ne sait pas le faire. Bref, ils unissent les Français les uns contre les autres, et après ils essayent de justifier pour faire juste de la politique, s'adresser à une seule partie de la population et de l'électorat, et ça va leur jouer des tours, parce que tout le monde n'est pas dupe, et même les gens concernés. Ouais, alors. Ouais. Sur ce qu'a écrit Léaumont, j'ai même fait un tweet pour en rire, parce que j'ai fait Radio Léaumont, ceux qui connaissent la référence. Mais parce que les organisations juives qui étaient là, j'étais frappé, comme tout le monde, par le grand respect, le fait qu'il y ait très très peu de slogans en dehors de libérer les otages et contre l'antisémitisme. Il n'y avait pas de grandiloquence, à part quelques du bétard qui ont été mis de côté très très vite. Bon, ils sont toujours là, mais c'était, d'ailleurs, ça faisait écho à quand Samuel Paty a été tué, c'est l'UEJF qui avait fait les propos les plus touchants. Quand il était décédé. Donc il n'y avait pas du tout cette démesure, ni du tout les propos dont a parlé Antoine Léaumont, contrairement à certaines manifestations en soutien à la Palestine, qui se transforment pour certains en moment de libération antisémite. Et Guiraud en est l'exemple même. D'ailleurs, Tahabouaf, non seulement est animateur d'un débat qui effectivement le rend très pondéré, mais Tahabouaf objectivement a été recruté par les frères musulmans. Récemment, il fait des tweets régulièrement. Récemment, il a dit. Il faut que les musulmans organisent tous les musulmans, donc l'essentialisation de l'ensemble des musulmans, c'est bien ça déjà, s'organisent face de leurs médias et face leurs milices. Physiquement, médiatiquement. Physiquement, mais des milices musulmanes. Je suis les fous. Et donc là, ça c'est soutien, ça n'a pas de problème. Tout ça c'est très très bien. Normalement, la France Insoumise devrait virer Guiraud. Parce que lui, il a des propos antisémites, puis extrêmement dangereux, et il fait. Je suis pas persuadé que. Bon, écoute, il n'a qu'à faire un procès s'il a envie. Non, c'est parce que j'ai dit, je suis pas persuadé que la France Insoumise prenne les devants il devrait, pour virer ce qui a été dit tout à l'heure est juste dans cette situation. On a la plus grande communauté juive d'Europe, la plus grande communauté musulmane d'Europe. Le travail des personnels politiques, c'est de ne pas amener le conflit israélo-palestinien en France. Moi, ce que j'avais déjà dit à d'autres endroits, je suis ni israélien ni palestinien. Et donc la République est indivisible. Et le boulot, c'est dans ces moments de tension, parce que chacun a évidemment des affects, ça se comprend, c'est de réussir à calmer le jeu. Ils ne calment pas le jeu, ils foutent le feu. Le cas de la France Insoumise, pour vous, Alexis Bachelet ? C'est la multiplication de certaines déclarations qui sont problématiques, et d'ailleurs qui font débat à l'intérieur de la France Insoumise, puisque moi j'ai quand même vu aussi... que François Ruffin, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière avaient été manifestés à Strasbourg, et que en cela,
il faisait suite aussi à la distance qu'ils avaient pris avec les propos de certains de leurs collègues parlementaires, notamment Daniel Obono et maintenant David Guiraud, qui effectivement, je pense, se trompe de rôle, quoi. Je veux dire, quand on est député de la nation, on est député de toute la nation. C'est-à-dire que et on n'est pas là pour monter des communautés communautés réelles ou fantasmées les unes contre les autres. Donc là, je crois. Et d'ailleurs, de l'autre côté du spectre politique, Éric Zemmour. Pareil, lui hier, il met de l'huile sur le feu. Il dit, oh là, cette manifestation, ça montre bien qu'il y a eu trop d'immigration, c'est la gauche qui est responsable. Toute la gauche, que la gauche. Bon, je savais pas que Giscard d'Estaing, qui a fait le regroupement familial, était de gauche. J'ai appris ça. Mais et Marion Maréchal aussi en a rajouté une couche. Et donc, ça a été celui qui, il n'y a pas si longtemps, défendait Vichy quand même. Ouais. Mais ce que je trouve incroyble, on a des réactions d'une violence évidemment hallucinante. On me reproche de ne pas prendre parti, qu'on ne parle pas des morts à Gaza. Je vous signale qu'on en parle régulièrement, qu'on ne parle pas de Gaza-Israël, on parle de l'antisémitisme en France. Cette marche, c'était le propos. On a des choses aussi intelligentes que les parterres d'experts, à commencer par Valérie Expert et Gansman, qui devraient faire un petit régime. C'est d'une intelligence remarquable, Gazit, nous dire ça, arrêter de se goinfrer de couscous pour venir insulter les Maghrébins sur son programme. Mais où est-ce qu'on insulte les Maghrébins? Où est-ce qu'on insulte les Palestiniens? Je veux dire, c'est pas du tout ce qu'on dit. Je vais essayer de comprendre et d'avoir de la nuance. C'est quand même insensé de réagir comme ça. Je vais répondre à ça parce que j'invite ces gens à se renseigner sur la prise de Raqqa. Ouais, complètement. Coalition internationale contre avec le fer de lance des troupes qui étaient des troupes kurdes, donc musulmanes. C'est Stalingrad. Ouais. Plein de civils qui sont massacrés. Vous avez entendu ici que les gens étaient choqués. La libération de Mossoul. J'allais dire Mossoul. On n'arrive pas à chiffrer parce que là aussi, c'est un peu un double standard occidental. C'est bon, comme c'est nous qui étions à l'opération avec les troupes irakiennes de la Golden Division, on est embêté par le nombre de civils. Mais bon, quand on prend une ville, il y a beaucoup de, surtout que quand ceux qui la défendent entre guillemets se cachent derrière les civils, ça fait des morts. Je n'ai pas entendu qu'il était frappé par les 40 000 musulmans morts à Mossoul, civils. Et ainsi de suite. On peut faire une litanie. Alep, Grozny. Bon, Grozny, comme c'était les Russes, ici, on s'était un peu plein. Mais il n'y avait pas eu de race. Puis, ça fait des décennies, ça fait 20 ans que les groupes djihadistes tuent les musulmans au Sahel. C'est par milliers. Non, mais moi, je suis fascinée. Non, mais justement, je suis très étonné. Préoccupé par le sort de ces Afghans. Et je connais très bien la communauté afghane, de ces Afghans qu'on renvoie aux mains des talibans qui ont fui leur pays, que le Pakistan 1,5 million. On parle des Ouïghours, on parle de massacres qui sont faits sur lesquels personne ne réagit. Donc ne dites pas qu'on est islamophobe ou quoi, on est anti-musulman. C'est faux, c'est archi faux. Depuis tout à l'heure, on parle vraiment des propos de députés français. De députés français. Voilà, alors j'allais dire sur notre sol, non. Alors je voudrais y revenir aux députés français. Alors allez-y, Régis. Je voudrais y revenir à David Guiraud parce que je trouve c'est très intéressant. Il incarne la contradiction de la France insoumise. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui, lui, alors plus électoraliste chez lui, à Roubaix, tu meurs. Il est totalement maqué avec un certain nombre de courants. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Tunisie, il faut le faire quand même. Il se fait modérer par Taha Bouafs. Coucou Clémentine Autain, vous aviez dit que vous aviez entendu les plaignantes des agressions sexuelles dont elles avaient été victimes, en disant que vous n'aviez jamais entendu de choses pareilles. Il devait passer Taha Bouafs au tourniquet de la commission interne. Jamais tout a été fait pour que ça n'aille pas chez le procureur de la part de la France insoumise, et il continue à officier. Et donc Guiraud va en Tunisie, déjà premier choix, se fait modérer par Taha Bouafs, deuxième choix, et aborde un sujet qui est une vraie question. C'est la question de, comme je crois que c'est Clémenceau aussi, ça fera 2 fois pendant l'émission, qui disait la première victime de la guerre, c'est la vérité. Donc il y a aujourd'hui des débats de propagande, de part et d'autre, comme c'était le cas pour l'Ukraine. Et donc la question de ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre est une question qu'on peut aborder.
Hein, ça n'est pas quelque chose de sacré. Il faut en parler. Eh bien, il le fait avec des comparaisons et des imputations qui sont inadmissibles. Hein, et Alex a raison. Concernant, il y avait une responsabilité d'Israël dans les massacres de Sabra et Shatila, mais cette comparaison est absurde. Et moyennant quoi, voilà quelqu'un qui incarne la France insoumise, hein, et qui n'est dans la défense de ses positions que dans le clientélisme en direction de la communauté musulmane, dans l'exagération, dans la manipulation. Je trouve ça, je veux dire, pour l'avenir de la France insoumise, extrêmement préoccupant. Ce matin, Richard Malka, chez nos confrères de BFM, déclarait: Jean-Luc Mélenchon est devenu le héros du pire journal de néo-nazis de ce pays, Rivarol. Oui, ça c'est nul, Valérie. Pourquoi c'est nul? Mais Bourbon est une espèce de vieille crevure là, hein, qui est un antisémite notoire, hein, qui a un petit journal justement. C'est cet antisémitisme européen éliminateur. Hein, Mélenchon, alors à qui il y a 1 milliard de reproches à faire, n'est pas responsable du fait que ce gars-là fasse sa provocation. Pourquoi pas Henri de Lesquen demain? Non, Malka, il aurait pu s'abstenir là. Rivarol, c'est un nom qui parle à tout le monde, hein, en même temps. Donc, mais oui, et alors, donc en quoi Mélenchon n'a pas téléphoné à Bourbon en lui disant soutenez-moi. Enfin ça, je veux dire, le genre de provocation, tout le monde en fait, hein, et je trouve que Malka aurait pu s'abstenir. Et puis sur les remarques qui sont faites, encore une fois, par exemple, nous, on a à cause de l'instrumentalisation par la France insoumise de cette marche contre l'antisémitisme, contre l'antisémitisme, pas une marche pour soutenir Netanyahou, ni Tzahal ou ce que sais-je. Contre les musulmans, bien évidemment. Dedans, il y avait des gens et d'ailleurs, nous, on a fait l'appel en disant, on vient à une marche contre l'antisémitisme pour des principes républicains. Et ce n'est pas un soutien, parce que justement, ça a provoqué, mais est-ce que par hasard, si on y va, c'est pas... Non, on n'y va pas, on soutient Netanyahou. D'ailleurs, des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il y a il me semble que la moitié des Juifs en Israël le verraient bien en prison pour tout un tas de raisons politiques internes à Israël. Et que... Mais, enfin bref, donc je réponds à ces auditeurs, c'était une marche contre l'antisémitisme. On marque une pause et on va parler du cas Macron. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Un pas en avant, un pas en arrière, et que je fais une déclaration à la BBC et que j'appelle Netanyahou pour expliquer ce que j'ai dit. Enfin, on comprend pas. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va parler d'Emmanuel Macron, mais l'agence France Presse nous apprend que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé sa ministre de l'Intérieur sur la sellette, puisqu'elle avait reproché à la police l'autorisation de la marche pro-palestinienne de samedi à Londres. Et donc, il a lancé un remaniement, et dans ce remaniement, eh bien, on voit l'arrivée de David Cameron. David Cameron qui vient d'être... été nommé... Downing Street a par ailleurs annoncé que l'ancien Premier ministre britannique était nommé ministre des Affaires étrangères. C'est un retour en politique effectivement spectaculaire, comme le dit l'agence France Presse, pour celui qui avait déclenché le Brexit. C'est quand même ce conflit va avoir des répercussions plus qu'étonnantes. Parlons d'Emmanuel Macron. Son absence vous a choqué, vous a interpellé. Vous auriez souhaité qu'il y soit? D'abord, une question de sécurité. Alors, moi, je suis très surpris que personne n'en ait parlé, mais la Constitution désigne 4 têtes de l'État, à savoir le président, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. On ne peut pas mettre les 4 dans un rayon de 10 mètres. Parce que non, c'est vrai. Des trucs mauvais peuvent arriver. Aux États-Unis, dans tous les pays, il y a toujours quelqu'un qui est de garde. Ce serait très compliqué. Enfin, effectivement, elle aurait pu demander à Braun-Pivet de ne pas y aller, mais bon, comme c'est elle qui était à l'origine. Il aurait pu faire une apparition. Non. Alors, c'est juste sur la question de sécurité. Maintenant, Mitterrand a participé aux manifestations de Carpentras, donc et il aurait pu y aller. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'agite et que sur les questions de relations internationales, il est nul. Mais nul.
et nous met dans une situation qui est désastreuse. Il va voir Netanyahou, à la surprise générale de l'Elysée, du Quai d'Orsay et de Netanyahou lui-même, qui visiblement a l'air surpris quand il dit on va faire une coalition internationale contre le Hamas. Bon, c'est parfait pour provoquer les dingues chez nous. Et puis quelques jours après, il dit on va faire un corridor en demande humanitaire pour Gaza. Puis maintenant, il est pour le cessez-le-feu. C'est gribouille, c'est-à-dire qu'on voit personne. Puis sa conférence à Paris où il y a personne qui compte. C'est pas sérieux 2 secondes. C'est malheureusement la position de la France n'est plus celle qu'elle était. Elle a plus la diplomatie arabe. On n'a plus De Gaulle, qui d'ailleurs avait écrit une lettre à Ben Gurion en 1967, qui cadre le débat de la même manière qu'aujourd'hui à peu près. Et malheureusement, il faut le rappeler, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran rentrent en janvier dans les BRICS. La Syrie est tenue par la Russie. Syrie plus Iran, c'est Hezbollah. En fait, si quelqu'un peut régler quelque chose... En plus, Netanyahou est ami personnel de Poutine. Donc bon, la chose est dite. Si quelqu'un peut régler quelque chose, c'est Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui a réussi à mettre en discussion l'Iran. Mais bon, il n'en parle jamais. Il est tout le temps décalé, ce pauvre président, sur les questions internationales. Et en général, il nous met la honte. Ça a été le cas en Afrique plusieurs fois. C'est à nouveau le cas. Ouais. Non, mais le timing est pas bon, quoi. Je veux dire, c'est bizarre, ce week-end quand même, parce qu'il donne une interview. Donc vendredi soir, elle était a priori enregistrée jeudi. A priori, la BBC aurait coupé quelques extraits de l'interview au final. Je dis bien a priori parce que ça n'a pas été confirmé, mais on a quand même eu des extraits qui sont sortis, qui n'avaient pas été mis dans le montage final de la BBC, et où donc il exhorte l'État d'Israël à arrêter de bombarder des femmes, des enfants et des vieillards. Ce sont ses propos. Alors que, comme vous le dites, il y a 3 semaines, il était en Israël pour appeler à une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, selon lui et selon la plupart des organisations françaises, européennes, organisations terroristes. Dans le même temps, le lendemain, il dit ça à la veille d'une manifestation importante contre l'antisémitisme. Je dis pas que ça a un rapport de cause à effet, mais c'est quand même, en termes de timing, pas très bien joué. Le lendemain, il appelle le président israélien pour lui dire que, bien évidemment, attention, je soutiens le droit à Israël à se défendre, à son autodéfense et à lutter contre le terrorisme. Bref, il fait du en même temps, mais dans le pire sens. C'est-à-dire que on parle d'un sujet qui est très sérieux, c'est la guerre. La guerre, vous avez des morts de tous les côtés. On ne peut être que horrifié par ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe encore aujourd'hui en Israël, parce que tous les jours, il y a des roquettes qui sont tirées sur les Israéliens, on n'en parle pas beaucoup, pour les otages aussi. Et puis de l'autre côté, ce qui se passe à Gaza pour ces civils, oui, c'est horrible. On n'a pas le nombre exact de victimes civiles, donc on peut être horrifié par tout ce qui se passe de ce côté-là. Et vous avez un président de la République française. Non, on n'a pas le nombre. Je vous le dis, on n'a pas le nombre exact de victimes parce que vous avez les Israéliens qui parlent de 20 000 victimes, les Israéliens, et vous avez le Hamas qui parle lui de 12 000 victimes. Donc en fait, à mon avis, le juste milieu, il est entre les deux. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas et c'est terrible. C'est terrible, vraiment. Et donc par là, vous avez un président au milieu de tout ça qui dit quoi ? Qui dit que d'un côté, je pense que les Israéliens ont raison. De l'autre, je pense que c'est pas bien ce qui se passe à Gaza. Et puis au milieu, il faut gérer la situation nationale. Bref, je crois qu'il est complètement perdu, le président de la République, qu'il est très mal conseillé. Force est de constater qu'il est très mal conseillé et que il pense que en même temps qu'il a fait pendant longtemps en France, va pouvoir fonctionner avec une situation internationale. Sauf que là, ce n'est pas lui qui dirige. Régis Castelnau. Oh écoute, vous êtes pas gentil, Valérie, vous me passez la parole parce que vous savez ce que je vais dire. Ce type est nul depuis le premier jour. Il a été choisi sans aucun CV. Il avait aucune expérience politique. Il n'avait jamais dirigé une entreprise. C'est extraordinaire. C'est un concours de circonstances. Et donc, je pense que cet homme n'est pas équipé pour faire de la politique au niveau où il le faudrait. Et sur le plan international, alors on sait bien qu'il n'y a plus un chef d'État qui veut le prendre au téléphone parce que tout le monde se dit il va nous enregistrer, il va faire un montage et ensuite il va le diffuser. Non, c'est un peu triste. Bon, il a été réélu l'année dernière avec 58% des voix, donc moi je m'incline. Ouais. Mais vous comprenez quelque chose à son comportement, à ce qu'a évoqué Alex Armand, c'est-à-dire un coup je vais voir Netanyahou, c'est vous, Georges, on fait une coalition, vendredi la BBC, il faut arrêter de tirer sur les civils. Alors Alexis. Non mais il y a sûrement une autre explication. Là on a des explications, on va dire. Un peu rapide. C'est vrai que Emmanuel Macron a pris beaucoup d'initiatives diplomatiques qu'on pourrait qualifier de foireuses.
Et le fil directeur de toute la diplomatie française, c'est que globalement, il n'a jamais atteint aucun des objectifs. Ouais. Je rappellerai qu'il devait régler le problème au Liban, qu'il devait éviter la guerre en Ukraine, qu'il devait régler le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et que, enfin voilà, on a beau chercher, c'est Tintin, on a beau chercher un succès diplomatique français, on a une succession d'échecs, et comme dirait l'autre, puisque ça ne marche pas, continuons. Donc là, on a l'impression que sur ce conflit, alors moi j'ai quand même une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que Emmanuel Macron, comme tous les politiques de ce niveau-là, est abreuvé de sondages. Et je pense que il est tout à fait conscient que les Français sont dans le rejet de l'antisémitisme et que massivement ils approuvent les gens qui ont manifesté directement par procuration, mais en même temps, il y a aussi d'autres sondages qui disent que les Français sont également horrifiés par les images qui viennent de Gaza. Absolument. Et qui sont choqués de voir que, effectivement, alors on pourrait débattre sur ce qu'est une guerre, pas une guerre. Est-ce qu'une guerre entre un État et un groupe terroriste, c'est vraiment une guerre? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution que ce que fait l'armée israélienne, c'est-à-dire bombarder? Je rappelle quand même que c'est des tonnes et des tonnes de bombes qui ont été larguées. Donc après, il y a des gens qui nous expliquent que quand même on appelle les gens avant de bombarder. C'est plus tout à fait vrai, depuis longtemps. On a largué des tracts, et après, une fois qu'on a largué des tracts, qu'on a dit aux gens il faut partir parce qu'attention, ça va y aller, on bombarde massivement, et évidemment il y a des victimes civiles. Voilà. Alors après, on essaye de nous expliquer qu'il y avait tel objectif du Hamas. C'est vrai. Enfin, il y avait sûrement une autre manière de procéder. Militairement, sans doute. C'est la guerre. Militairement, sans doute, et peut-être même diplomatiquement. J'étais pas né à l'époque, mais j'ai pas souvenir qu'on ait protesté contre le bombardement de Dresde et autres pendant la guerre. C'était une erreur, Valérie, parce que les bombardements de Dresde ont été inutiles. Ils étaient faits pour casser le moral de la population allemande, et ça n'a pas fonctionné. C'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, André Berkoff qui reçoit Boilette Samsal. Très intéressant. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.